Donc, Andréane, c'est une autre tuile pour Lion Électrique dont des autobus avaient déjà été retirés de la circulation aux États-Unis. Exact. Les problèmes avec les autobus Lion Électrique, ça ne date pas d'hier. Il y a plusieurs transporteurs scolaires aux États-Unis qui se sont plaints à répétition ces dernières années de problèmes techniques importants avec le chauffage, des problèmes électriques également. Je vais vous montrer le portrait. Là. Il y a à peu près 2000 autobus Lion Électrique en circulation dans 28 États aux États-Unis. Des véhicules qui ont tous été livrés ces dernières années, mais qui ont, dans certains cas, effectivement, été retirés de la circulation. C'est le cas dans certaines régions du Maine où on a signalé des problèmes techniques importants avec les véhicules. Au Vermont, entre autres, dans la région de Barrie, donc un peu au sud-est là, de Burlington, il y a aussi des transporteurs scolaires qui ont cessé d'utiliser les autobus après des incendies. Donc, on le voit bien, ça date depuis longtemps, là, ces problèmes avec les véhicules, alors que l'entreprise tente de se relever. Je vous rappelle, Lion Électrique a été racheté récemment pour à peine 6 millions de dollars par un groupe d'entrepreneurs québécois après avoir connu un effondrement. Là. Il y a à peu près 1350 employés qui ont perdu leur emploi dans différentes vagues de licenciements. En tout, presque 200 millions de dollars d'argent public qui a été perdu dans l'aventure. Je le mentionnais, 6 millions de dollars la valeur au rachat, sans compter évidemment tous les petits investisseurs qui ont perdu beaucoup dans cette aventure et qui reprochent aussi à l'entreprise d'avoir maquillé les états financiers, de leur avoir menti sur les difficultés de l'entreprise. Autre sujet, le gouvernement du Québec qui songe à mettre certaines mesures environnementales sur pause. Oui, en fait, en entrevue à Radio-Canada aujourd'hui, François Legault a expliqué que pour être compétitif, le Québec va effectivement devoir réfléchir à certaines règles environnementales qui sont en place. Et il dit, on ne doit pas être les seuls en Amérique du Nord à avoir une taxe indirecte sur l'essence. Alors, il est ouvert à l'idée de puiser dans le fonds vert pour financer une baisse des taxes sur l'essence. On peut l'entendre. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. Est-ce qu'il y a certaines mesures qu'on pourrait temporairement mettre sur la glace? Réduire les GES, on est les meilleurs. Donc, est-ce qu'on peut prendre une pause sur certaines mesures pour aider financièrement les Québécois? C'est des choses que Bernard Drinville va regarder. Pas question, par contre, pour François Legault de sortir du mécanisme de la bourse du carbone. Il dit que ça prendrait trop d'argent pour compenser ceux qui ont acheté des crédits. Merci beaucoup, Andréane, et on se laisse sur les marchés. Merci. Bonne fin de semaine. Ce soir, Ottawa annonce une vaste revue de ses contrats d'approvisionnement. Vous êtes maintenant en zone économie. Bonsoir. Ottawa continue de se serrer la ceinture dans le cadre de son initiative de réduction des dépenses. Les ministres François-Philippe Champagne et Joël Lightbound ont demandé aux différentes agences du gouvernement et au ministère d'amorcer une vaste revue de leurs contrats d'approvisionnement. L'objectif, c'est d'identifier les contrats pour lesquels le gouvernement estime surpayés et de les renégocier au rabais. Les ministres veulent notamment aller voir ce qui se fait ailleurs dans le monde pour déterminer, par exemple, si une entreprise offre des services similaires à un autre pays à moindre coût. On va faire le point avec Olivier. Bonsoir. Bonsoir, Adrienne. Donc, beaucoup de travail à venir là, si on veut faire de gros... Les coûts de leur contrat d'approvisionnement. Et à cela, donc, ça s'ajoute, il faut quand même le dire, le 15 vous savez, qui est demandé par le premier ministre Carney, donc de réduction. Ces deux ministres, François-Philippe Champagne, on va vous montrer ça dans quelques instants, ministre des Finances, et également, vous allez voir, 66 milliards de dollars de biens et services. Ça, c'est en 2024-2025. Bon, ajoutons à cela, Olivier, qu'on souhaite que le numérique prenne davantage de place dans les ministères. Plus de budget en 2023. On demandait, les anticipations, c'était plus de 15 milliards de dollars de réduction des dépenses publiques fédérales. Mais en 2024, vous voyez, donc on avait été capable d'aller dégager seulement 10 milliards de dollars. Surtout, Andréane, ciblé dans le secteur de la défense. C'est en 2024, effectivement, dans les ministères. Alors, c'est ce qui est annoncé. Alors, c'est un grand défi que se lance le gouvernement fédéral. Merci beaucoup, Olivier. Bye-bye. Avec nous, Geneviève Tellier, professeure titulaire à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Madame Tellier. Oui, bonsoir. Alors, c'est à la mode de couper, n'est-ce pas? Aux États-Unis, il y a le DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale. Monsieur Legault, à Québec, a demandé à France-Hélène Duranceau cette semaine un traitement choc. Là, au niveau fédéral, là, est-ce que vous pensez que l'idée d'une grande révision des contrats fédéraux, ça peut fonctionner? On verra. C'est quand même très on fait affaire avec ces entreprises-là et qu'on veut plus avoir ces liens-là. Qui va faire le travail à la place? Et ça fait des années qu'on... Le transport scolaire a été fortement perturbé aujourd'hui. Les travailleurs de Poste Canada changent de moyen de pression après plus d'1 an et demi de négociations infructueuses.
Bombardier compte tirer profit des dépenses militaires massives prévues par Ottawa. L'entreprise québécoise, qui fabrique notamment des jets d'affaires, propose de les adapter pour des missions militaires canadiennes. Philippe de Montigny. Tendance négative en bourse aujourd'hui. À Toronto, le TSX a perdu 124 points. On a une baisse de 274 points pour le Dow Jones. Seulement le Nasdaq qui a vraiment grimpé, là, près d'une centaine de points grâce au secteur des technos. Le S&P 500 est resté à peu près stable. Bilan positif malgré tout pour l'ensemble de la semaine. Le TSX a gagné 0,8 hausse d'1 pour le Dow Jones, 2 pour le Nasdaq. Le S&P 500 a grimpé d'1,6 Pas beaucoup de variations pour le dollar canadien aujourd'hui qui a perdu à peu près 8 centièmes de cent face au dollar américain, 4 centièmes face à l'euro. Mais hausse du prix de l'or, 3 686 $ l'once. Et puis le prix du pétrole frôle les 67 $ le baril à Londres, atteint maintenant 62,69 $ à New York et en baisse d'à peu près 1 $ à 50,80 $ dans l'Ouest canadien. Il y a une entreprise albertaine basée à Calgary qui veut lancer d'ici l'an prochain une réplique numérique du dollar canadien connue sous l'appellation jeton stable ou stablecoin en anglais. Mais qu'est-ce que c'est que ça, au juste, un jeton stable? Comment ça se fait que ce marché est passé d'une valeur d'1 milliard de dollars américains en 2018 à près de 250 milliards de dollars aujourd'hui? On en parle dans notre zone d'investissement ce soir avec Alexandre Roch, il est professeur de finance à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Bonsoir, M. Roch. Bonsoir. On commence à connaître assez bien le principe des cryptoactifs. On a parlé beaucoup du Bitcoin ces dernières années, mais là, les jetons stables, les stablecoins, ça semble assez différent. En quoi ça se démarque exactement? Bien, commençons par la chose que pour chaque jeton qui est en circulation, il y aurait normalement l'équivalent d'un... OK. Donc, ça assure qu'on n'a pas des évolutions en montagne russe comme ce qu'on a vu, par exemple, avec le Bitcoin ou d'autres cryptoactifs. Stable, étant donné qu'il y a comme des réserves qui garantissent la valeur, bien, l'idée, c'est de lier cette chose-là. On dit qu'on arrime le jeton stable au dollar américain. Et donc... Ceux qui militent pour une démocratisation de ce genre d'outils-là disent c'est fantastique, c'est des transactions plus rapides, simplifiées, moins chères. On peut utiliser ça dans quel contexte? Est-ce que c'est déjà répandu? Oui, c'est très répandu. Ça existe de tenir des jetons stables. Puis ensuite, on nous permet d'acheter des crypto-monnaies à partir de ces jetons stables-là et donc de faire des transactions. Ce qu'on voit clairement, en tout cas, c'est que ça a pris de l'expansion, ce marché-là. On parlait d'1 milliard de dollars en 2018. Là, le marché actuel, on l'estime autour de 250 milliards de dollars. Il y a JP Morgan qui dit, attention, d'ici quelques années, ça pourrait tripler. Il y a d'autres estimations encore plus optimistes. On nous dit 2000 milliards de dollars, le marché des jetons stables à l'échelle mondiale. Donc, est-ce que ça a vraiment le potentiel de devenir un instrument financier d'avenir? Oui, instrument financier, oui. Par contre, je n'appellerais pas ça un investissement financier. Okay? Puis, je pense qu'il y a une distinction. Là, c'est aucunement des véhicules d'investissement à la base. Pensez-y bien, en fait, ce que là. Puis, en fait, c'est l'entreprise qui a pris votre dollar, qui a accumulé tous ces dollars-là, qui a le droit de les investir. Entrer surtout aux États-Unis, est-ce qu'on pourrait le voir émerger au Canada? On n'a pas vraiment de cadre réglementaire ici là-dessus. Il serait intéressé, là, elle a un projet de jeton stable, on l'évoquait, mais il y a des obstacles. Je pense que ça tomberait dans un trou réglementaire, là. Ce qui n'est pas le cas, en fait, aux États-Unis. Par exemple, de l'entreprise Circle que je regardais là, tout à l'heure, qui en a pour environ 70... Monsieur Roch, parce qu'on avait l'impression, effectivement, que c'était beaucoup plus stable, plus garanti, mais ce n'est pas à toute épreuve, c'est ce qu'on en comprend. Absolument. Merci beaucoup pour vos explications ce soir, très apprécié. Avec plaisir. Notre CA ce soir, on accueille avec plaisir Béatrice Allain. C'est une journée qui sera très suivie des deux côtés de la frontière le 17 septembre. Je ne sais pas si vous aviez des plans personnels, Olivier, mais je vous l'annonce. Vous allez suivre la Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine qui vont prendre leurs décisions pour le taux directeur. Bien oui, c'est ça. Et pour une première fois, en extrêmement longtemps, on pourrait avoir une baisse du taux directeur aux États-Unis. À cette première baisse du taux directeur aux États-Unis, vous savez qu'il est réclamé à grands cris par Donald Trump depuis plusieurs mois, en fait, depuis qu'il est arrivé, et qui met de la pression, vous savez, sur Jerome Powell, qui est le patron de la Réserve fédérale américaine. Donc, pourrait avoir cette première baisse. Taux directeur aux États-Unis qui est beaucoup plus élevé que celui au Canada. Regardez, 4,25 à 4,5 %, c'est toujours une fourchette. Selon les experts, on va y aller progressivement, 25 points de base. C'est ce qu'on pourrait voir donc, du côté américain. Donc, ça amènerait leur taux directeur aux alentours de 4 %. Maintenant,
Jerome Powell. C'est ça le problème actuellement. Alors, ça n'a pas pris la bonne direction. De l'autre côté, son marché de l'emploi, en plusieurs années, parce que ça allait relativement bien, il faut dire quand même, le marché de l'emploi aux États-Unis, ça a reparti également. Donc, le taux de chômage, une augmentation d'un dixième à 4,3 4,3 on n'a pas vu ça depuis 2021. Création anémique de 22 000 emplois. Alors là, il est pris entre une inflation qui remonte, puis on sent de plus en plus une économie peut-être qui s'essouffle. Il faudra voir sa décision, mais actuellement, donc, les marchés tablent sur cette première baisse. Bon, alors à voir mercredi, et on va surveiller aussi ce qui sera pris comme décision au Canada. Il y a une majorité d'économistes là, qui pensent que le taux directeur va baisser ici aussi. Oui, on est rendu à 90 des économistes qui s'attendent donc à une autre baisse. Taux directeur à 2 et 3/4 On est sur pause depuis trois décisions. Alors, on pourra aller de l'avant donc avec un 25 points de base. Et les indicateurs lui donnent raison. Vous allez voir, l'inflation est sous contrôle. En fait, même sous la cible, Andréane, 1,9 Taux de chômage, on n'a pas vu ça en 9 ans au Canada, sauf la pandémie, parce que vous savez, ça avait parasité les chiffres. 7,1 perte de 65 000 emplois. Encore là, donc, pour avoir une autre baisse. Bon, maintenant, il faudra voir quelle tendance va se dessiner lors des mois suivants. Là, tout va dépendre de l'évolution de l'économie. C'est très élevé. C'est sûr et certain que les tarifs, il y en a qui s'en tirent mieux que prévu, le Canada, par exemple, mais ça amène l'incertitude. Il y avait un texte de Gérald Filion ce matin, incertitude mondiale qui est très élevée. Regardez aussi donc l'état des économies. États-Unis, regardez, complètement différent du Canada, soit dit en passant. Deuxième trimestre, une augmentation de 3,3 Est-ce que ça va durer? C'est ça la grande question. Le Canada, une contraction de 2,6 à voir donc les prochaines décisions. Donc, décision mercredi 17 septembre. Voilà. On ne l'oublie pas. Merci beaucoup, Olivier. Plaisir. Les bâtons de hockey TPS, très populaires dans les années 90 et au début des années 2000, eh bien, ils font un retour très remarqué. L'entreprise montréalaise Lancto a racheté la marque abandonnée et ces nouveaux bâtons s'envolent à vitesse grand V. Marie-Claude Morin. Soirée et on se retrouve dès lundi. Bonne fin de semaine.